chapitre des tumeurs synoviales comporte 4 entités qui sont rares mais qu'il convient de connaître. On compte parmi ces tumeurs synoviales 3 vedettes que sont le lipome arborescent, l'ostéochondromatose synoviale primitive et la synovite vilonodulaire. Ces 3 entités correspondent à une prolifération de tissus anormale en lieu et place du tissu synovial. Dans le cadre du lipome arborescent, il s'agit d'une métaplasie graisseuse de la paroi synoviale. Dans l'ostéochondromatose synoviale primitive, comme son nom l'indique, il s'agit d'une métaplasie cartilagineuse de ce tissu synovial. Enfin, dans la synovite vilonodulaire, il s'agit d'une prolifération d'un tissu anormal, inflammatoire, riche en fibrose, en cellules géantes, mais surtout en hémosidérine. La 4e entité, qui est plus rare et qui est à connaître car elle est rapportée dans les encyclopédies médicales, c'est la malformation veineuse synoviale, anciennement appelée hémangiome synovial. Attention toutefois à un faux ami qu'est le synovialosarcome, qui n'est pas une tumeur primitivement du tissu synovial et qui ne survient pas spécifiquement sur le revêtement articulaire, tout simplement parce qu'il s'agit d'un sarcome à différenciation synoviale, mais qui en général survient en position parfaitement extra-articulaire. Cette entité ne sera donc pas traitée dans ce module. Dans ce bref module, nous vous proposons de décliner successivement ces 4 entités. Commençons par le lipome arborescent. C'est une lésion tumorale synoviale de l'adulte d'âge mûr. Elle survient de façon idiopathique ou en fait de façon secondaire à une arthropathie sous-jacente, qu'elle soit dégénérative à bas bruit ou dans certains cas plus bruyante comme dans la polyarthrite rhumatoïde. Une métaplasie graisseuse va donc s'installer au sein du tissu synovial pour générer cette structure de forme relativement vileuse que nous allons vous détailler. Sur un plan sémiologique, on l'a dit, l'aspect est très souvent frangé, bombant au sein de l'interligne et de la lumière articulaire. Le signal sera celui de la graisse, il sera donc fatsaté sur les séquences en saturation du signal de la graisse, et de façon typique, il sera élevé en pondération T1, c'est ce qui vous fera poser le diagnostic. La localisation du lipome arborescent mérite quelques précisions. On voit typiquement dans les livres et dans la littérature, le plus souvent, une localisation dans le récessus suprapatellaire, ce cul-de-sac sous-quadricipital. Mais il faut savoir que une forme un peu plus diffuse qui va s'étendre vers le bas et souvent et parfois plutôt vers l'arrière de l'articulation est tout à fait possible. C'est ce que l'on appelle une forme diffuse de lipome arborescent. Après avoir évoqué la physiopathologie et évoqué la sémiologie IRM de ce lipome arborescent, montrons-le sur un cas choisi, celui de cet homme de 54 ans qui n'a pas spécialement mal, mais présente un gonflement chronique relevant d'épanchements articulaires récidivants de ce genou. Lorsque vous faites votre IRM, vous notez l'existence d'une masse très hétérogène, baignée dans le liquide au sein du récessus suprapatellaire. Vous retrouvez cet aspect dans le plan axial et dans le plan coronal. À ce stade, vous êtes en difficulté pour assurer et affirmer la nature de ces petits micronodules intraluminaux. Ceci pourrait relever d'une synovite non spécifique, pourrait relever, nous le verrons, d'une chondromatose synoviale. C'est bien le signal et la pondération T1, absolument indispensable au diagnostic, qui va vous permettre d'affirmer la nature graisseuse de cette métaplasie, relevant donc bien d'un lipome arborescent. On l'a dit, la forme diffuse est plus rare, mais elle est possible. Regardez le cas de ce patient qui présente également un gonflement chronique, plus ou moins douloureux. Lorsque vous faites des radiographies, vous constatez du côté symptomatique qu'il existe bien un épaississement graisseux du récessus suprapatellaire en comparaison avec l'autre côté, et vous notez également en arrière un certain degré d'épaississement, d'allure graisseuse en comparaison avec le côté sain. Et lorsque vous faites une IRM, vous retombez sur ces modifications très surprenantes, devant et derrière, pénétrant même l'os antérieurement, et c'est bien, comme toujours, la pondération T1 qui va vous éclairer et permettre d'affirmer ce diagnostic de lipome arborescent. L'injection n'était pas tout à fait indispensable, et elle n'a donc pas été réalisée chez ce patient. Deuxième entité importante à connaître, l'ostéochondromatose synoviale primitive. On l'a dit, il s'agit d'une métaplasie non plus graisseuse, mais bien cartilagineuse de la synoviale. Il s'agit souvent
d'adultes d'âge moyen de 20 à 50 ans, le plus souvent et même fréquemment des hommes. L'origine de cette métaplasie est incertaine. Ceci pourrait relever de l'inclusion dans la synoviale de petits débris cartilagineux dans un genou déjà un peu vieillissant, ces petits débris évoluant pour leur propre compte. Ces nodules cartilagineux sont souvent très nombreux, ils peuvent atteindre jusqu'à 50 et au-delà. Ils sont fréquemment incorporés au sein de la paroi synoviale, mais pourront dans certains cas être libérés et devenir libres au sein de la lumière articulaire. Dans les formes sévères et anciennes, la prolifération pourra, comme dans toutes ces tumeurs synoviales, nous l'avons vu avec le lipome arborescent précédemment, cette métaplasie pourra progresser et pénétrer dans l'os pour le détruire et exceptionnellement le fragiliser. Sur un plan clinique, les patients rapportent un épanchement récidivant. Ils pourront bien évidemment, lorsque l'effet de masse est important, lorsque des petits nodules cartilagineux sont libérés dans l'articulation, comme nous l'avons vu dans le module dédié, favoriser des phénomènes de blocage et de ressaut intermittent. Sur un plan sémiologique, l'aspect de ces nodules de cartilage sera celui de nodules arrondis, très nombreux, très souvent et typiquement de même taille, ce qui vous aide à faire la différence avec l'ostéochondromatose synoviale secondaire relevant d'une arthrose et de la libération de petits fragments cartilagineux à travers le temps. Le signal de ces nodules sera évidemment celui du cartilage, c'est-à-dire le même que le cartilage de revêtement adjacent. La comparaison sera facile. Un signal faible en pondération T1 et intermédiaire en pondération T2. Lorsque ces nodules sont enchâssés au sein de la membrane synoviale, un rehaussement périphérique pourra être constaté de la même manière qu'on le constate dans une tumeur cartilagineuse intraosseuse traitée dans notre programme dédié aux lésions fortuites. Lorsque, en revanche, ces nodules cartilagineux auront été libérés dans l'articulation, eh bien, il n'y aura plus de prise de contraste périphérique, mais ces nodules seront bien en pondération T2, entourés du liquide articulaire. Encore une fois, démontrant cet aspect très logique chez un patient ou une patiente de 53 ans qui se plaint de gonflements répétés du genou. Lorsque vous faites une IRM, vous trouvez l'existence postérieurement d'une masse d'allure polylobée, en fait multinodulaire si vous regardez bien, dont le signal est en effet faible, comparable à celui du cartilage articulaire immédiatement adjacent. Au sein de ces nodules cartilagineux, vous trouverez quelques plages de vide de signal tout à fait caractéristiques, circonscrivant souvent les nodules, et typiques de fragments ou de nodules ostéochondromateux. En pondération T2, l'aspect est également nodulaire, le signal est également celui du cartilage immédiatement adjacent. On l'a dit, à l'injection, vous reconnaîtrez une prise de contraste typiquement cartilagineuse, nous rappelant cet aspect de grappe de raisin, là encore évoqué dans le module dédié aux tumeurs cartilagineuses dans le programme dédié, la peau de chaque grain de raisin ayant la capacité de se rehausser après injection. Voici un plan sagittal T1 sans FATSAT et un plan axial T1 avec FATSAT, et là encore, dans les deux cas, avec injection de gadolinium. Cet aspect est caractéristique, il ne peut s'agir d'un lipome arborescent, il ne peut s'agir, nous le verrons, d'une synovite vilonodulaire. Cette synovite vilonodulaire, parlons-en, il s'agit non pas d'une prolifération graisseuse ou cartilagineuse au sein de la synoviale, mais d'une prolifération de tissus anormal, associant de la fibrose, des cellules géantes et surtout, et c'est important en imagerie, des dépôts ferreux d'hémosidérine. Le genou est l'articulation dans laquelle cette affection, pourtant rare, survient le plus fréquemment, dans près de 80% des cas. La hanche suit très loin derrière, suivie de la cheville, puis en fait virtuellement de toutes les articulations. Sur un plan clinique, rien de très spécifique, il s'agit d'un sujet qui ne s'est pas blessé de son genou, mais qui présentera des épanchements chroniques devenant invalidants. Typiquement, lorsque le rhumatologue ou l'urgentiste réalisera une ponction de ce genou, pourtant non traumatisé chez un patient non hémophile, eh bien, il découvrira, typiquement, du sang qui devra vous faire évoquer le diagnostic. Sur un plan sémiologique, en IRM, cette synovite vilonodulaire, dans sa forme diffuse, nous allons le détailler, s'exprime sous forme d'un épaississement diffus du tissu synovial. Cet épaississement prendra volontiers le contraste après injection de gadolinium. Ce qui sera intéressant de noter, c'est qu'il existe des renforcements parfois un peu nodulaires de l'épaississement, d'allure parfois vileuse, c'est-à-dire très frangée, un peu comme on le voyait dans le lipome arborescent. À la différence du lipome arborescent, en pondération T1,
l'aspect n'était pas celui d'une métaplasie graisseuse, mais bien d'un épaississement tissulaire non spécifique. Ce qui était intéressant et ce qui doit être noté en pondération T2, c'est la présence de petits spots de signal très faibles en pondération T2, évoquant dans ce contexte l'existence de d'hémosidérine à l'origine d'artefacts ferromagnétiques. Ce qui sera intéressant dès lors que vous y pensez, et vous devrez, c'est une règle, toujours penser à la synovite vilonodulaire devant un épanchement récidivant sans cause retrouvée, eh bien ce sera de réaliser des séquences en écho de gradient à la recherche d'artefacts de blooming. Le blooming, dans sa définition, est un artefact de susceptibilité magnétique lié au fer présent dans l'hémosidérine, dans cette paroi de synovite vilonodulaire. Ce que vous allez noter, c'est non plus un hyposignal relatif de vos petits nodules, mais bien un vide de signal. La vide de signal étant l'absence totale de signal. Ce qui frappe également, c'est l'hypertrophie de cette anomalie de signal par rapport à ce qu'elle peut être en pondération T2, un peu comme de l'encre va baver sur un buvard. Cet aspect caractéristique en écho de gradient va vous signer le diagnostic pour peu, et c'est un point fondamental, que vous ayez bien pensé à réaliser cet écho de gradient. Ce doit être une règle absolue lorsque vous faites de l'IRM du genou, dès lors que vous ne comprenez pas un épanchement récidivant, qu'il n'y a pas de cause méniscale ou ligamentaire retrouvée, et dès lors que vous avez l'impression d'un épaississement synovial par endroit, il faut absolument réaliser cet écho de gradient T2 ou, à défaut, reconvoquer votre patient pour le faire. Une dernière caractéristique que nous souhaitions vous montrer chez ce patient est l'existence, en zoomant sur cette zone horizontalement, d'une hémarthrose qui se traduit bien par un hypersignal T1. Il n'y a pas que la graisse qui est en hypersignal T1, il y a bien aussi le liquide, la définition de l'hypersignal étant un signal plus élevé que le muscle immédiatement adjacent. Cet aspect-là, d'hémarthrose non traumatique, doit vous évoquer l'existence d'une synovite vilonodulaire. Mais revenons un instant sur l'hyposignal T2 relatif noté au sein de cette membrane synoviale. La synovite vilonodulaire n'est pas la seule cause, il en existe en fait quelques-unes, d'hyposignal T2 au sein ou au contact d'une articulation. On comptera par exemple la goutte, l'amylose, la chondromatose synoviale, l'hémophilie et la métallose, lesquelles comportent des dépôts d'hémosidérine qui favoriseront du blooming. Et bien ces trois-là, la synovite, nous venons d'en parler, l'hémophilie bien entendu, et la métallose. Notons qu'en général, l'hémophilie chez l'adulte d'âge moyen est connue de longue date lorsqu'elle est présente. La métallose, quant à elle, survient dans un contexte de prothèse totale de la hanche ou du genou avec libération de micro-débris ferreux au sein de l'articulation qui favoriseront également ces artefacts. Autant le dire, ces deux contextes sont toujours identifiés. En présence d'une telle modification de la membrane synoviale, on peut être quasiment certain d'avoir bien affaire à une synovite vilonodulaire. Alors nous l'avons dit, rechercher ces dépôts d'hémosidérine dans un contexte de synovite indéterminée est absolument indispensable. Il est intéressant de noter qu'au cours d'un assistanat de radiologie, les premiers mois sont émaillés d'oublis de ce type où nos jeunes confrères et consoeurs sont obligés de rappeler le patient pour lui proposer une seule séquence en écho de gradient. Puis, le temps passant et l'expérience venant, eh bien, ces jeunes confrères et jeunes consoeurs s'aguerrissent et penseront systématiquement dans ces contextes à toujours proposer d'emblée un écho de gradient T2 pour répondre à cette question. Voici une situation d'un homme de 25 ans qui vous consulte pour un gonflement chronique et récidivant, un peu douloureux de son genou. Vous lui faites bien le protocole habituel, sagittal T1, sagittal T2, et comme vous n'avez pas d'explication méniscale, eh bien vous proposez de l'écho de gradient qui ne montre absolument aucune modification, aucun blooming de cette membrane synoviale. Le bilan réalisé par les rhumatologues confirmera à distance qu'il s'agissait tout simplement d'une arthrite rhumatismale en lien avec un psoriasis sans synovite vilonodulaire associée. Pour être tout à fait complet, nous nous devons de vous préciser que la synovite vilonodulaire que nous venons de voir est dans sa forme diffuse. Elle atteint une grande partie de l'articulation du genou. Il était intéressant de noter ici que le récessus était atteint, la partie antérieure en arrière du haut-fa, mais également la partie postérieure. Cette atteinte postérieure du genou étant de mauvais pronostic, parce que si les chirurgiens savent faire une synovectomie antérieure relativement large et de très bonne qualité, eh bien l'abord postérieur du genou et de ses nombreux petits récessis est nettement plus complexe à travers le creux poplité.
Mais revenons-en à la forme focale de synovite bilonodulaire que nous venons d'évoquer en laissant derrière nous cette forme diffuse. La forme focale se traduit par une image nodulaire, pseudo-tumorale ou même tout simplement tumorale qui pourra s'installer n'importe où dans le genou, au contact et au sein de la membrane synoviale. Une forme typique fréquemment montrée siège dans le haut mais nous allons le voir, d'autres formes, en particulier autour des ligaments croisés, peuvent tout à fait survenir. Ainsi, voici le cas d'un homme de 27 ans qui se plaint de douleurs peu spécifiques de son genou. Vous lui faites une IRM et là, sur les séquences pondérées en densité de protons FATSAT, vous tombez sur une masse hétérogène au contact des croisés et dans lequel vous notez un certain degré d'hyposignal, voire de vide de signal par endroit. La pondération T1 ne vous apportera pas grand-chose, mais confirmera cet aspect légèrement polylobé de ce qui semble bien être une tumeur. Lorsque vous injectez, il existe une prise de contraste significative, hétérogène, au moins de la partie centrale de la lésion. La vraie force de votre examen aura été de réaliser une séquence complémentaire en écho de gradient qui vous confirmera bien l'existence de phénomènes de susceptibilité magnétique, le vide de signal induit dépassant largement les zones d'hyposignal T2 que vous aviez notées. C'est bien la définition du blooming. Cet aspect est donc typiquement celui d'une forme focale de synovite vilonodulaire, également appelée tumeur à cellules géantes. Cette lésion recoupe donc un nodule intra-articulaire de position variable apposé au revêtement synovial et dont la sémiologie est identique à la forme diffuse que nous venons de voir. Voici un second cas chez une patiente un peu plus âgée. On rencontre encore un nodule de signal intermédiaire à même légèrement élevé dans le cas présent en pondération T1. En pondération T2, rien de très spécifique, mais ceci le devient lorsque vous pensez à réaliser cet écho de gradient. L'injection n'apportera pas grand-chose, mais vous démontrerez bien, en écho de gradient, l'existence d'un certain blooming, signant le diagnostic de forme focale, de synovite vilonodulaire ou de tumeur à cellules géantes. Alors quelle sera la prise en charge de cette synovite vilonodulaire? Sur un plan diagnostique, on l'a dit, l'imagerie montrera des choses très spécifiques, notamment grâce à ce blooming. Mais attention, ce blooming n'est pas toujours présent dans la synovite vilonodulaire, et bien entendu, il manque dans les tumeurs d'autres natures. Regardez le cas de ce patient de 46 ans qui présente une petite masse latérale. Lorsque vous faites une imagerie, eh bien oui, ce petit nodule n'est pas loin de la synoviale du récessus latéral. Néanmoins, il est comme enchâssé sous la membrane. Il n'existe pas une once d'hyposignal en pondération T2. L'écho de gradient que nous ne montrons pas ne signifiait pas du tout de blooming. Et donc nous avons, parce que cette image était atypique pour une synovite vilonodulaire, proposé une biopsie qui a confirmé un diagnostic de léiomyome intra-articulaire. Dans tous les autres cas, lorsque l'aspect est très évocateur en IRM, eh bien nos chirurgiens interviennent directement sans confirmation diagnostique. Comment vont-ils intervenir? Eh bien, dans la synovite vilonodulaire, comme dans le lipome arborescent, comme dans l'ostéochondromatose synoviale primitive, la chirurgie la plus extensive est la règle. Nous avons déjà dit que cette chirurgie est assez facile lorsque les lésions sont très antérieures dans le genou. En revanche, cela se gâte sérieusement lorsque les récessus postérieurs du genou sont atteints. Ainsi, dans certains cas, dans la synovite vilonodulaire, est ajoutée une synoviorthèse isotopique qui tente de réduire le risque de récidive, même si celui-ci reste élevé dans un certain nombre des formes diffuses. Pour terminer ce module, nous vous l'avions promis, nous évoquerons très brièvement la malformation veineuse synoviale. Elle rentre dans le cadre de ces tumeurs synoviales parce que dans 1% des cas, elle peut effectivement, histologiquement, être issue de ce tissu. Sur un plan sémiologique, l'aspect au genou est le même que partout ailleurs, d'une lésion d'allure polylobée au sein des parties molles, dont le signal est de façon caractéristique élevé de type liquidien en pondération T2. L'astuce pour affirmer le diagnostic et vous rassurer quant à la bénignité de la lésion, comme dans l'os, est de rechercher un petit contenu graisseux que vous verrez sous forme de petits septa à l'interface entre ces différentes lobulations, entre ces différentes varices d'hypersignal T2 de type liquidien. Dans certains cas, comme sur les radiographies, vous pourrez en IRM documenter des phlébolites, c'est-à-dire des séquelles de microthrombie au sein de votre malformation veineuse qui s'exprimeront sous forme de petits îlots calciques et donc en vide de signal en IRM. Lorsque vous injectez, un rehaussement parfois tardif est noté dans ces malformations veineuses, mais en général, dans notre expérience, la densité de protons et le T1 suffisent amplement à poser le diagnostic.
Au total, le premier point fort à retenir de ce module est que les tumeurs synoviales, qui sont au nombre de 4, sont rares mais à connaître compte tenu de leur mauvais pronostic fonctionnel, en tout cas pour l'ostéochondromatose synoviale primitive et le synovite vilonodulaire. Le second point fort à retenir est que toute synovite du genou non spécifique ou épanchement récidivant sans explication en IRM doit bénéficier d'une séquence en écho de gradient en direct ou en reconvoquant votre patient. La finalité de cette séquence supplémentaire nous amène au point fort numéro 3, la présence de dépôt d'hémosidérine sous forme d'un blooming en écho de gradient doit évoquer une synovite vilonodulaire jusqu'à preuve du contraire. Dans les prochains modules, nous terminerons ce programme dédié à l'IRM du genou par le chapitre des tendinopathies et des syndromes de friction. Je vous remercie de votre attention.